Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. C'est toujours la soirée du réveillon de Noël. Et enfin, j'espère plus pour vous. Je reprends tout de suite Anna Karenine. Et je commence la 3e partie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure, après cette lecture. Est-ce que je vais chanter? Peut-être. Je vais peut-être essayer. Du moins. En espérant qu'il fasse beau demain. 3e partie, chapitre 1. Le printemps venu, Serge Ivanovitch Kosnichev se sentit le cerveau fatigué. Mais au lieu d'entreprendre comme d'habitude un voyage à l'étranger, il prit tout bonnement, vers la fin de mai, le chemin de Pokrovskoye. Rien ne valait selon lui la vie des champs et il venait en jouir auprès de son frère. Constantine l'accueillit avec d'autant plus de plaisir qu'une visite de Nicolas lui semblait désormais problématique. Cependant, malgré son respect et son affection pour Serge, la façon dont celui-ci envisageait son séjour aux champs lui causait quelque malaise. Pour Constantine, la campagne était le théâtre même de sa vie, de ses joies, de ses peines, de ses labeurs. Pour Serge, ce n'était qu'un agréable lieu de repos, un utile antidote aux corruptions de la ville. Tandis qu'elle conviait l'un à des travaux d'une incontestable utilité, elle conférait à l'autre le droit de ne rien faire. En outre, les deux frères portaient sur les gens du peuple des jugements tout aussi opposés. Serge prétendait connaître et aimer les paysans. Il causait volontiers avec eux, ce qu'il savait d'ailleurs faire sans affectation ni simagrée, et tirait de ces entretiens des conclusions tout à leur honneur qu'il apportait comme preuve de sa prétendue connaissance des mœurs populaires. Cette attitude froissait Constantine pour qui l'homme du peuple représentait surtout l'associé principal d'un travail commun. Il affirmait bien avoir sucé dans le lait de sa nourrice une tendresse fraternelle pour les paysans. Il admirait leur vigueur, leur mansuétude, leur esprit de justice. Mais souvent, quand l'intérêt commun exigeait d'autres qualités, il s'emportait contre eux et ne voyait plus que leur incurie, leur malpropreté, leur ivrognerie, leur amour du mensonge. On l'eut fort embarrassé en lui demandant s'il aimait ou non le peuple. En homme de cœur, il était plutôt enclin à aimer son prochain, paysan y compris, mais qu'il dût nourrir pour eux des sentiments particuliers, cela lui semblait impossible. Il vivait de leur vie, ses intérêts coïncidaient avec les leurs, conséquemment, il faisait partie intégrante du peuple. D'autre part, il avait beau, en tant que propriétaire, arbitre de paix et surtout donneur de conseils, on venait lui en demander de 10 lieues à la ronde, entretenir depuis de longues années des relations étroites avec les gens de la campagne, il ne s'était formé sur leur compte aucune opinion bien définie. On l'eut donc également fort surpris en lui demandant s'il les connaissait. Ni plus ni moins que je ne connais les autres hommes, eût-il sans doute répondu. Il observait sans cesse bon nombre d'individus, paysans y compris, qu'il jugeait dignes d'intérêt. Mais au fur et à mesure qu'il remarquait en eux des traits nouveaux, ses jugements variaient d'autant. Serge, au contraire, considérait toutes ces choses dans un esprit d'opposition. Il préférait la vie des champs à tel autre genre d'existence, le peuple à telle autre classe sociale, et il n'étudiait celui-ci que pour l'opposer aux hommes en général. Son esprit méthodique s'était formé une fois pour toutes une conception de la vie populaire fondée en partie sur l'expérience, mais plus encore sur des comparaisons théoriques. Et jamais, au grand jamais, cette conception sympathique ne variait d'un iota. C'est pourquoi la victoire lui restait toujours dans les discussions qui s'élevaient entre son frère et lui sur le caractère, les goûts, les particularités du peuple. À ces appréciations inébranlables, Constantine opposait des opinions constamment modifiées. Serge n'avait donc nulle peine à le prendre en flagrant délit de contradiction avec lui-même. Serge Ivanovitch tenait son cadet pour un brave garçon qui avait le cœur bien en place, mais dont l'esprit trop impressionnable, quoique assez ouvert, avait rempli d'inconséquences. Avec la condescendance d'un frère aîné, il daignait parfois lui expliquer le vrai sens des choses, mais il discutait sans plaisir avec un adversaire si facile à battre. De son côté, Constantine admirait la belle intelligence, la vaste culture, la noblesse d'âme de son frère et le don qui lui était imparti de se dévouer au bien général. Mais plus il avançait et apprenait à le mieux connaître,
plus, il se demandait si cette faculté d'expansion dont lui-même se sentait si dépourvu ne constituait pas plutôt un défaut qu'une qualité. Ne dénotait-elle point, sinon l'absence d'aspirations nobles et généreuses, du moins un certain manque de cette force vitale que l'on nomme le cœur, une certaine impuissance à se frayer une route personnelle parmi toutes celles que la vie ouvre aux hommes? Au reste, ce n'est point le cœur mais la tête qui incite la plupart des gens à se dévouer aux intérêts généraux. Ils ne s'engagent qu'à bon escient. Lévin sut se convaincre de cette vérité en voyant que son frère n'accordait pas plus d'importance au bien public ou à l'immortalité de l'âme qu'à une partie d'échecs ou à l'agencement ingénieux d'une machine. Constantine éprouvait encore un autre genre de contrainte à l'égard de son frère quand celui-ci séjournait auprès de lui. Alors que les journées lui paraissaient trop courtes, surtout pendant l'été, pour tout ce qu'il avait à faire, Serge ne songeait qu'au repos. Cette année-là, donc, il abandonna son grand ouvrage, mais l'activité de son esprit était trop incessante pour qu'il n'eût pas besoin d'exprimer à quelqu'un, sous une forme concise et élégante, les idées qui lui venaient. Et tout naturellement, il prenait son frère pour auditeur. C'est pourquoi, malgré l'amicale simplicité de leur rapport, celui-ci n'osait trop le laisser seul. Serge prenait plaisir à se coucher dans l'herbe et à deviser tranquillement, tout en se chauffant au soleil. « Tu ne saurais croire, disait-il à son frère, le plaisir que me cause ce dolce far niente. Je n'ai pas une idée dans la tête, elle est vide. » Mais Constantine se lassait d'autant plus vite de son inaction qu'il savait fort bien ce qui se passerait en son absence. On répandrait le fumier à tort et à travers sur des champs non amendés. On visserait mal les socs des charrues anglaises pour pouvoir dire ensuite qu'elles ne vaudraient jamais le bon vieux Wayot d'autrefois. « N'es-tu donc pas fatigué de courir par cette chaleur ?» lui demandait Serge. « Je ne te quitte que pour un instant. Le temps de jeter un coup d'œil au bureau, répondait Constantine. Et il se sauvait dans les champs. Chapitre 2. Dans les premiers jours de juin, Agathe Mikhailovna, la vieille bonne qui remplissait les fonctions de femme de charge, descendant à la cave avec un bocal de champignons qu'elle venait de mariner, glissa dans l'escalier et se foula le poignet. On fit venir le médecin du Zemstvo, jeune homme bavard, frais et moulu de l'université. Il examina la blessée, affirma qu'elle ne s'était point donné l'entorse et prit un plaisir évident à converser avec le célèbre Serge Ivanovitch Kosnichev, auquel, pour faire parade de son libéralisme, il débita tous les ragots du district en insistant sur la situation déplorable dans laquelle se trouvaient, à l'en croire, les institutions provinciales. Serge Ivanovitch l'écoutait avec attention, posant de temps à autre quelques questions. Puis, animé par la présence d'un nouvel auditeur, il prit à son tour la parole, présenta certaines observations justes et fines respectueusement appréciées par le jeune médecin, et se trouva bientôt dans cette disposition d'esprit un peu surexcitée que provoquait d'ordinaire chez lui toute conversation vive et brillante. Après le départ du praticien, il se mit en devoir d'aller pêcher, car il avait un faible pour la pêche à la ligne, passe-temps futile dont il semblait fier de savoir tirer quelque jouissance. Constantine, qui voulait examiner l'état des labours et des prairies, offrit à son frère de le mener en cabriolet jusqu'à la rivière. On était à ce tournant de l'été, où la récolte se dessine, où la fenaison approche, où déjà l'on se préoccupe des semailles. Les épis déjà formés, mais encore légers et d'un gris verdâtre, se balancent au souffle du vent. Les avoines mêlées aux herbes folles sortent irrégulièrement de terre dans les champs semés tardivement. Les premières pousses du sarrasin couvrent déjà le sol, les jachères, avec leurs mottes quasi pétrifiées par le piétinement du bétail et leurs sentiers où ne mord point l'arrière, ne sont encore qu'à demi labourés. Les monticules de fumier mêlent, à l'aurore, leur odeur au parfum de la reine des prés. Cependant que dans les foncés ploies, impatientes de la faux, la houle verte des herbages, où les tiges déjà dépouillées de l'oseille sauvage font de-ci, de-là, de grandes taches noires. C'est dans le calendrier champêtre une époque d'accalmie avant la moisson, ce gros effort imposé chaque année aux paysans. Cet été-là, la récolte s'annonçait magnifique. Les journées étaient longues et chaudes, les nuits courtes et tout humides de rosée. Pour atteindre les prairies, il fallait passer par le bois dont la végétation luxuriante émerveilla Serge. Il signalait à l'admiration de son frère tantôt l'émeraude des jeunes branches, tantôt un vieux tilleul diapré de stipules jaunes prêtes à s'ouvrir.
Mais Constantine, qui ne parlait pas volontiers des beautés de la nature, n'aimait guère non plus qu'on les lui signalât. Les mots lui gâtaient le spectacle. Aussi, tout en faisant laconiquement écho à l'enthousiasme de son frère, se laissait-il aller à des préoccupations d'un autre genre. Au sortir du bois, son attention se concentra sur un tertre en jachère où des plaques d'herbe jaunâtre alternaient avec des carrés déjà défoncés, d'autres déjà recouverts de fumier, d'autres même complètement labourés. Une file de chariots y apparut. Lévin les compta et trouva leur nombre suffisant. À la vue des prairies, la question du fauchage et de la rentrée des foins, opération qui lui tenait particulièrement au cœur, s'imposa à ses méditations. Il arrêta son cheval. Comme l'herbe haute et drue était encore humide dans le pied, Serge, qui craignait de mouiller ses chaussures, pria son frère de le conduire en cabriolet jusqu'au buisson de sol auprès duquel on pêchait les perches. Constantine acquiesça à ce désir, tout en regrettant de fouler cette herbe moelleuse qui s'enroulait autour des pieds du cheval et des roues de la voiture, déposant ses semences sur les raies et les moyeux. Tandis que Serge s'installait sous le buisson et préparait ses lignes, Constantine attacha son cheval quelques pas plus loin et s'enfonça dans l'immense mer verdâtre que n'agitait pour lors aucun souffle. Aux endroits qu'avait fertilisé le débordement de la rivière, l'herbe soyeuse et lourde de pollen qui montait presque jusqu'à la ceinture. Comme il arrivait sur la route, il rencontra un vieux à l'œil tuméfié qui portait précautionneusement une de ces corbeilles de tille qui servent à récolter les essaims. « Aurais-tu recueilli un essaim, Fomitch ?»« Constantine Dimitritch, j'ai déjà assez de mal à garder les miens. En voilà un qui s'échappe pour la seconde fois. Heureusement que les gars l'ont rattrapé. Ils étaient en train de labourer chez vous. Ils ont vite dételé et ils ont couru après. Dis-moi, Fomitch, n'est-ce pas le moment de faire les foins ? Ma foi, vous savez, chez nous on attend jusqu'à la Saint-Pierre, mais vous fauchez toujours plus tôt. Eh bien, bonne chance, l'herbe est belle et le bétail aura où se remuer. Mais le temps, Fomitch, qu'en penses-tu ? Pour ce qui est du temps, c'est l'affaire du bon Dieu. Peut-être bien après tout qu'il fera beau. Lévin revint trouver son frère. Bien que bredouille, celui-ci paraissait d'excellente humeur. Mis en verve par son entretien avec le médecin, il ne demandait qu'à bavarder. Cela ne faisait pas le compte de Lévin. La question des foins lui trottait par la tête et avait hâte de rentrer pour prendre une décision et faire louer des faucheurs. « Eh bien, nous rentrons, dit-il à Serge. « Qui nous presse, répondit celui-ci. Repose-toi donc, te voilà tout mouillé. J'ai beau ne rien prendre, je me sens à mon aise. Vois-tu, les distractions de ce genre ont ceci de bon qu'elles nous mettent en contact avec la nature. Regarde-moi cette belle coulée d'eau, on dirait de l'acier. Et ces prairies au bord de la rivière me font toujours songer à la fameuse devinette, tu sais, celle où l'herbe dit à l'eau « Plions, plions ». J'ignore complètement cette devinette, grognonna Lévin. Chapitre 3. À propos, reprit Serge, je pensais justement à toi. Sais-tu qu'à en croire ce médecin, un garçon qui n'a pas l'air bête, il se passe dans notre district des choses inouïes. Et cela me fait revenir à ce que je t'ai déjà dit. Tu as tort de ne pas assister aux assemblées et de te tenir à l'écart du Svensvo. Si les honnêtes gens s'abstiennent, ce sera un désordre de tous les diables. Où passe donc notre argent ? Les gros bonnets doivent s'octroyer de beaux appointements, puisque nous n'avons ni école, ni pharmacie, ni infirmerie, ni sage-femme. Rien. Que veux-tu que j'y fasse ? Répondit à contre-cœur Constantine. J'ai bien essayé de m'intéresser à tout cela, mais c'est au-dessus de mes forces. C'est précisément ce que je ne saurais admettre. Voyons, quels sont les mobiles de ton abstention ? Indifférence ? Je ne puis le croire. Incapacité ? Encore moins. Apathie, peut-être ? Pas du tout, rétorqua Constantine. Je me suis tout bonnement convaincue que je n'arriverais à rien. Il ne prêtait à son frère qu'une oreille distraite. Un point noir qui s'agitait là-bas dans les labours de l'autre côté de l'eau captivait son attention. N'était-ce pas le régisseur à cheval ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Insistait Serge. Tu te résignes trop facilement. N'as-tu donc aucun amour-propre ? Que vient faire l'amour-propre en pareille matière ? Répliqua Constantine, piqué au vif. Si à l'université on m'avait cru incapable de comprendre le calcul intégral comme mes camarades, j'y aurais mis de l'amour-propre. Mais en l'occurrence, il faudrait d'abord croire que cette sorte d'activité exige des capacités particulières. Il faudrait surtout être convaincu de l'utilité des innovations à l'ordre du jour.
Les juges-tu donc inutiles s'exclama Serge, froissé d'entendre son frère traiter à la légère des choses qu'il estimait, lui, de première importance, et vexé plus encore de voir qu'il n'accordait à ses propos qu'une fort médiocre attention. Ma foi, oui, que veux-tu? Tout cela me laisse indifférent, répondit Constantine, qui venait de se convaincre que le point noir dans le lointain était bien le régisseur, en train probablement de congédier les laboureurs, car ceux-ci retournaient les charrues. Aurait-il déjà fini, songea-t-il? Ah ça, mon cher, dit le frère aîné dont le beau et fin visage s'était embruni, il y a limite à tout. C'est très beau de détester la pose et le mensonge, et je veux bien que l'originalité soit une vertu, mais ce que tu viens de dire n'a pas le sens commun. Comment peux-tu trouver indifférent que le peuple que tu prétends aimer? Je n'ai jamais rien prétendu de semblable, se dit in petto Constantine. Que ce peuple meure sans secours. Des sages-femmes improvisées font périr les nouveau-nés. Nos paysans croupissent dans l'ignorance et sont la proie des gratte-papier. Et quand un moyen se présente de leur venir en aide, tu te détournes en disant « tout cela n'a pas d'importance ». Et Serge posa à son frère le dilemme suivant. De deux choses l'une, ou la notion du devoir t'échappe, ou tu ne veux rien sacrifier de ton repos, de ta vanité peut-être. Constantine comprit que s'il ne voulait point passer pour égoïste, il n'avait qu'à se soumettre. Il se sentit mortifié. Ni l'un ni l'autre, déclara-t-il d'un ton péremptoire. Mais je ne crois pas possible. Comment? Tu ne crois pas qu'un meilleur emploi des contributions permettrait, par exemple, d'organiser une assistance médicale sérieuse? Non, je ne le crois pas. Tu oublies en effet que notre district s'étend sur 4000 km², que bien souvent les chasse-neige ou les fondrières interdisent les communications, que les périodes de travaux intenses chassent tous nos paysans hors de chez eux. Et puis, à parler franc, je ne crois pas à l'efficacité de la médecine. Tu exagères. Je pourrais te citer 1000 exemples. Mais voyons, et les écoles? Pourquoi faire des écoles? Comment, pourquoi faire? Peut-on douter des avantages de l'instruction? Si tu la trouves utile pour toi, tu ne saurais la refuser aux autres. Constantine se sentit mise au pied du mur et, dans son irritation, avoua involontairement la véritable cause de son indifférence. Tout cela peut être vrai, dit-il, mais pourquoi irais-je me tracasser au sujet de ces postes médicaux dont je ne me servirai jamais, de ces écoles où je n'enverrai jamais mes enfants, où les paysans se refusent à envoyer les leurs et où je ne suis pas sûre du tout qu'il soit bon de les envoyer? Cette sortie faillit déconcerter Serge, mais il forma bien vite un nouveau plan d'attaque. Il changea tranquillement de place une de ses lignes et se tournant vers son frère. « Tu fais erreur, lui dit-il en souriant. Primo, le poste médical te sert à quelque chose, puisque tu as eu recours au médecin du Svensvo pour soigner Agathe Mikhailovna, dont le bras n'en restera pas moins estropié. C'est à savoir. Secundo, un paysan, un ouvrier qui sait lire et écrire est apte à te rendre plus de services. Oh, quant à cela, non, répondit carrément Lévin. Questionne qui tu voudras, tout le monde te dira qu'un paysan qui sait lire travaille moins bien que les autres. Impossible de lui faire réparer un chemin, et si on construit un pont, sois sûr qu'il en volera les planches. Au reste, là n'est pas la question, dit Serge en fronçant le sourcil, car il détestait la contradiction et surtout cette façon de sauter d'un sujet à l'autre, et de toujours produire des arguments nouveaux et sans lien entre eux, si bien qu'on ne savait auquel répondre. Voyons, conviens-tu que l'instruction soit un bien pour le peuple? J'en conviens. Laissa échapper Constantine, qui dut aussitôt s'avouer qu'il pensait précisément le contraire, et se douta bien que son frère allait sans plus tarder le convaincre d'inconséquence. Mais comment s'opérait cette démonstration? Ce fut beaucoup plus simple qu'il n'aurait cru. Du moment que tu en conviens, déclara Serge, tu ne saurais, en honnête homme, refuser à cette œuvre ni ta sympathie, ni ta collaboration. Mais si je ne reconnais pas encore cette œuvre comme bonne, objecta Constantine en rougissant. Comment cela? Tu viens de dire « Non, je ne la crois ni bonne, ni possible. » Qu'en sais-tu, puisque tu n'as tenté aucun effort pour t'en convaincre? Eh bien, admettons que l'instruction du peuple soit un bien, concéda Constantine sans la moindre conviction. Ce n'est pas encore une raison pour que je m'en soucie. Vraiment? Mais oui. Et puisque nous en sommes là, je te défie de m'établir philosophiquement que j'ai le devoir de m'y intéresser. La philosophie n'a rien à voir ici, que je sache, rétorqua Serge sur un ton qui vexa fort Constantine. Il crut comprendre que son frère lui déniait tout droit de parler de philosophie. Tu crois, répliqua-t-il en s'échauffant. Il me semble pourtant que notre intérêt personnel demeure toujours le mobile de nos actions. Or, en tant que gentilhomme, je ne vois rien dans les nouvelles institutions qui contribuent à mon bien-être. Les routes ne sont pas meilleures et ne peuvent pas le devenir. D'ailleurs, mes chevaux me conduisent tout aussi bien par de mauvais chemins. Je n'ai besoin ni de médecin, ni de poste médical.
Je me soucie tout aussi peu du juge de paix, à qui je n'ai jamais eu et n'aurai jamais recours. Quant aux écoles, loin de m'être utiles, elles me portent préjudice. Je viens de te l'expliquer, le Svensvo ne représente donc pour moi qu'un impôt supplémentaire de 18 kopecks par hectare et de fastidieux voyages au chef-lieu où je dois livrer bataille aux punaises et prêter l'oreille à toutes sortes d'inepties et d'incongruités. Dans tout cela, mon intérêt personnel ne joue pas. Eh mon Dieu, interrompit Serge en souriant. Il ne jouait pas non plus quand nous avons travaillé à l'émancipation des paysans. Ah, pardon, s'écria Constantine qui s'emportait de plus en plus. Nous avons voulu, nous autres honnêtes gens, secouer un joug qui nous pesait. Mais qu'ai-je besoin d'être conseiller municipal et de discuter sur le nombre de vidangeurs et de conduits nécessaires à une ville que je n'habite point? Quel intérêt me porte à présider le jury dans une affaire de vol de jambon, à écouter pendant 6 heures d'horloge les élucubrations du procureur et de l'avocat, à demander à l'accusé, quelque vieil innocent de ma connaissance, reconnaissez-vous, monsieur l'accusé, avoir dérobé un jambon? Et Constantine, entraîné par son sujet, mima la scène entre le président et l'accusé, la croyant sans doute utile à son argumentation. Mais Serge leva les épaules. Où veux-tu en venir, voyons? À ceci. Lorsqu'il s'agira de droits qui me toucheront, c'est-à-dire qui toucheront mon intérêt personnel, je saurai les défendre de toutes mes forces. Lorsque, étant étudiant, on perquisitionnait chez nous et que les gendarmes lisaient nos lettres, j'étais prêt à défendre mes droits à l'instruction, à la liberté. Je veux bien discuter le service obligatoire, parce que la question touche au sort de mes enfants, de mes frères, au mien par conséquent. Mais chicaner sur l'emploi de 40 000 roubles d'impôts fonciers ou faire le procès d'un pauvre diable, non franchement, je ne m'en sens pas capable. La digue était rompue. Constantine ne s'arrêtait plus, Serge sourit. Et si demain tu as un procès, tu préférerais être jugé par les tribunaux d'autrefois? Je n'aurai pas de procès, je n'ai l'intention de tuer personne. Tout cela, je te le répète, ne me sert à rien. Vois-tu, reprit-il en sautant de nouveau sur une idée complètement étrangère à la discussion, ces créations du Svensvo me font songer à des branches de bouleau que nous aurions enfoncées en terre, comme on le fait à la Pentecôte, pour figurer une forêt qui en Europe a atteint toute sa croissance. Et moi, je me refuse à arroser ces branches et à croire qu'elles vont prendre racine et donner de beaux arbres. Bien qu'il eût tout de suite compris ce que son frère voulait dire, Serge n'en exprima pas moins par un haussement d'épaules sa surprise de voir des bouleaux intervenir dans leur controverse. Ce n'est pas un raisonnement, voyons, commença-t-il. Mais Constantine, qui se sentait coupable de tiédeur pour les affaires publiques, tenait à justifier son attitude. Je crois, reprit-il, qu'il n'y a pas d'activité durable si elle n'est pas fondée sur l'intérêt personnel. C'est une vérité générale, philosophique, oui, philosophique, répéta-t-il, comme pour prouver qu'il avait aussi bien qu'un autre le droit de parler philosophie. Serge sourit encore. Lui aussi, songea-t-il, se forge une philosophie pour la mettre au service de ses penchants. Laisse donc la philosophie tranquille, put-il enfin dire. Son but a précisément été, dans tous les temps, de saisir ce lien indispensable qui existe entre l'intérêt personnel et l'intérêt général. Mais ceci n'a rien à voir avec la question qui nous occupe. Je tiens par contre à apporter un correctif à ta comparaison. Nous n'avons pas fiché en terre des branches de bouleau, nous avons planté de jeunes arbres qu'il importe de traiter avec ménagement. Les seules nations qui aient de l'avenir, les seules qu'on puisse nommer historiques, sont celles qui comprennent la valeur de leurs institutions et qui par conséquent y attachent du prix. La question ainsi transportée sur un terrain, celui de la philosophie de l'histoire, où Constantine ne pouvait pas le suivre, Serge lui démontra péremptoirement la fausseté de son point de vue. Quant à ta répugnance pour les affaires, conclut-il, tu m'excuseras si je la mets sur le compte de notre indolence russe, de nos antiques façons de gentillâtre. Laisse-moi espérer que tu reviendras de cette erreur passagère. Constantine se taisait. Tout en se voyant battu à plate couture, il sentait que son frère ne l'avait pas compris. S'était-il mal expliqué? Serge y mettait-il de la mauvaise volonté? Sans approfondir cette question, il ne fit aucune objection nouvelle et ne songea plus qu'à une affaire qui lui tenait particulièrement à cœur. Cependant, Serge pliait sa dernière ligne et détachait le cheval. Ils prirent le chemin du retour. Chapitre 4. Voici quelle avait été, durant tout cet entretien, la grande préoccupation de Lévin. L'année précédente, tandis qu'on coupait les foins, s'étant emporté contre son régisseur, il avait eu recours pour se calmer à son moyen ordinaire, c'est-à-dire qu'il avait pris la faux d'un journalier et s'était mis à faucher lui-même.
Ce travail lui plut tellement qu'il recommença plusieurs fois et faucha de sa propre main la prairie qui s'étendait devant la maison. Et, dès le printemps, il s'était promis de faucher, le moment venu, des journées entières avec les paysans. L'arrivée de Serge dérangea ce projet. Il se faisait scrupule d'abandonner son frère du matin au soir et redoutait aussi quelque peu ses sarcasmes. Mais, la traversée de la prairie ayant ravivé les impressions d'antan, il se sentit prêt à céder à la tentation. Et la querelle du bord de l'eau le confirma dans ce dessein. « J'ai besoin d'un exercice violent, sinon mon caractère deviendra intraitable, conclut-il, bien décidé à braver les railleries possibles de son frère et des paysans. Le soir même, Lévin ordonna au régisseur de convoquer pour le lendemain les faucheurs loués dans les villages voisins et d'attaquer le pré aux Viornes, le plus beau et le plus vaste de tous. « N'oubliez pas non plus, ajouta-t-il en dissimulant de son mieux son embarras, n'oubliez pas d'envoyer ma foi à Tite pour qu'il la repasse et qu'il l'apporte demain avec la sienne. Je faucherai peut-être moi-même. » « Entendu, répondit le régisseur en souriant. À l'heure du thé, Lévin fit également part de son intention à son frère. « Décidément, lui dit-il, le temps s'est mis au beau. Je commence à faucher demain. »« Voilà un travail qui me plaît fort, dit Serge. »« À moi de même. Il m'est arrivé de faucher avec les paysans et je compte m'y remettre demain toute la journée. » Serge scruta son frère du regard. « Comment l'entends-tu ? Travailler toute la journée comme un paysan ? » ?»« Oui, c'est une occupation très agréable. C'est surtout un excellent exercice physique, mais je doute que tu puisses supporter pareille fatigue, répliqua Serge sans la moindre intention ironique. Affaire d'entraînement. Au commencement, c'est dur, puis on s'y fait. Je crois que j'irai jusqu'au bout. Vraiment. Et de quel œil les paysans voient-ils cela ? Ne tournent-ils pas en ridicule les lubies du maître ? Je ne pense pas. D'ailleurs, la besogne est trop captivante pour qu'on puisse songer à autre chose. Mais comment feras-tu pour dîner ? On ne peut guère t'envoyer là-bas du château Laffitte et de la dinde rôtie. Je rentrerai à la maison pendant que les paysans feront la pause. Le lendemain, Lévin se leva plus tôt que de coutume, mais retenu par des ordres à donner, il ne rejoignit les faucheurs qu'au moment où ils entamaient la seconde ligne. Du haut de la côte, Lévin aperçut la partie de la prairie où le soleil ne donnait point. C'était justement celle que les faucheurs avaient attaquée et les vêtements dont ils s'étaient défaits avant de se mettre à l'ouvrage formaient de petits tas noirs qui tranchaient sur la grisaille des andins. Il distingua bientôt les faucheurs, vêtus, qui de caftan, qui d'une simple blouse, et menant chacun sa faux d'un geste différent. Ils avançaient en échelon dans le bas de la prairie, où une ancienne levée rendait le terrain très inégal. Plus Lévin approchait, plus nombreux ils se découvraient à lui. Il en compta 42, parmi lesquels il reconnut quelques-uns de ses hommes. Le vieil Hermile, en longue blouse blanche, qui se baissait pour donner ses coups de faux. Le jeune Vasca, un gaillard que Lévin avait employé comme cocher, qui donnait les siens à tour de bras. Tite, enfin, l'instructeur de Lévin, un petit homme sec qui marchait bien droit et faisait comme en se jouant de larges fauches. Lévin sauta à bas de son cheval, attacha la bête au bord du chemin et s'en fut droit à Tite, qui alla aussitôt prendre une faux cachée derrière un buisson et l'attendit en souriant. « Je voulais bien affiler notre maître. On dirait quasiment un rasoir. Elle fauche d'elle-même, lui dit Tite en le saluant du bonnet. » Lévin prit la faux et regarda si elle était bien à sa main. Alertes et dispos, encore que ruisselants de sueur, les faucheurs regagnaient la route pour attaquer une nouvelle ligne et saluaient gaiement le maître, sans toutefois lui adresser la parole. Enfin, un grand vieillard, au visage glabre et ridé, vêtu d'une courte pelisse de mouton, apparut à son tour. « Prenez garde à ne pas flancher, notre monsieur. Quand le vin est tiré, il faut le boire, dit-il à Lévin. » Un rire étouffé courut parmi les hommes. « J'espère bien ne pas rester en arrière, répondit Lévin. Et dans l'attente du signal, il se plaça derrière Tite. « Prenez garde, répéta le vieux. Tite s'étant mis en marche, Lévin lui emboîta le pas et ne fit tout d'abord rien de bon. À vrai dire, il menait la faux vigoureusement, mais il manquait d'habitude et les regards fixés sur lui le gênaient. D'ailleurs, l'herbe courte et rude qui bordait la route ne se coupait pas facilement. On lui a mal emmanché sa faux, la poignée est trop haute, regarde comme il se courbe, fit une voix derrière lui. Appuie davantage du talon, conseilla une autre voix. Mais non, il s'y fera, dit le vieux. Elle voilà qui s'emballe. Pas si fort, notre monsieur, tu vas t'esquinter. Bien sûr, quand c'est pour soi qu'on trime, on ne rechigne pas la besogne. Tu ne coupes pas assez ras. De mon temps de l'ouvrage pareil, ça nous valait des coups sur le museau. Sans répondre à ces observations, Lévin en tenait compte et marchait toujours sur les talons de Tite. Au reste, l'herbe devenait plus douce.
Tite avançait sans manifester la moindre fatigue, mais après une centaine de pas, Lévin, presque à bout de force, se sentit prêt à abandonner la partie. Il allait prier Tite de s'interrompre lorsque celui-ci fit halte de lui-même et, après avoir essuyé sa faulx à l'aide d'une poignée d'herbe, se mit en devoir de la filer. Lévin se redressa, poussa un soupir de soulagement et jeta un coup d'œil autour de lui. Son camarade de file devait aussi en avoir assez, car il s'était arrêté sans le rejoindre et aiguisait déjà sa faulx. Quand il eut redonné du tranchant à sa faulx et à celle de son maître, Tite reprit sa marche. À la reprise, tout alla de même. Tite, infatigable, avançait de son pas mécanique, tandis que Lévin sentait ses forces décliner peu à peu. Et, juste à l'instant où il allait crier grâce, Tite s'arrêta. Ils arrivèrent ainsi au bout de la première ligne, qui parut à Lévin d'une longueur infinie. Enfin, lorsque Tite mit sa faulx sur l'épaule, Lévin l'imita et tous deux refirent à pas lents le chemin parcouru en se guidant sur les traces que leurs talons avaient laissées dans l'herbe. Bien que trempé des pieds à la tête, Lévin se sentait à l'aise, car il était sûr désormais de ne point flancher. Toutefois, en comparant son andin irrégulier et éparpillé à celui de Tite, qui semblait avoir été coupé au cordeau, sa joie fut quelque peu empoisonnée. « Allons, se dit-il, il me faut plutôt travailler du corps que du bras. » Il s'était aperçu que, désireux sans doute de l'éprouver, Tite avait marché à grandes enjambées. Au reste, comme par un fait exprès, le parcours avait été très long. Les lignes suivantes furent plus faciles, et cependant, pour ne point rester en arrière, Lévin dut faire appel à toute son énergie. Il n'avait d'autre pensée, d'autre désir que de faucher aussi vite et aussi bien que les paysans. Il n'entendait que le bruit des faux, ne voyait que la taille droite de Tite s'éloignant, la chute lente, onduleuse des herbes et des fleurs sous le tranchant de la faulx, et là-bas au loin le bout de la prairie, promesse de repos. Soudain, il éprouva sur ses épaules en nage une agréable sensation de fraîcheur qui ne s'expliqua pas bien tout d'abord, mais pendant la pause, il s'aperçut qu'un gros nuage noir qui courait bas sur le ciel venait de crever. Quelques-uns des paysans coururent mettre leurs cafetans, tandis que d'autres courbaient le dos sous l'averse avec un contentement égal à celui de Lévin. Courtes ou longues, faciles ou dures, les lignes succédaient aux lignes. Lévin avait complètement perdu la notion du temps. Il s'apercevait avec un plaisir immense qu'un changement était intervenu dans sa façon de mener la faulx. Si, par moments, sa volonté trop tendue n'obtenait que de médiocres résultats, il connaissait aussi des minutes d'oubli où ses fauchées étaient aussi régulières que celles de Tite. Au moment où, parvenu au bout d'une ligne, il se disposait à rebrousser chemin, il vit non sans surprise Tite s'approcher du vieux et lui dire doucement quelques mots. Tous deux consultèrent le soleil. Que signifie cet arrêt? Songea Lévin sans se rendre compte que les hommes travaillaient depuis au moins 4 heures. C'est le moment de casser la croûte, notre maître, dit le vieux. Vraiment? Déjà si tard? Il confia sa faulx à Tite et regagna la route à travers la vaste étendue d'herbe fauchée que la pluie venait d'arroser légèrement. Quelques journaliers marchaient à ses côtés pour prendre le pain en réserve dans leur cafetan. Alors seulement il s'aperçut qu'il s'était trompé dans ses prévisions. L'eau allait mouiller son foin. « Le foin va être gâté, dit-il. « Y a pas de mal, notre maître, rétorqua le vieux. Comme on dit chez nous, fauche à la pluie, fan au soleil. » Lévin détacha son cheval et rentra chez lui à l'heure du café. Serge venait de se lever, mais avant qu'il eût paru dans la salle à manger, Constantine n'était déjà plus là. Chapitre 5. À la relevée, sur l'invitation du vieux farceur, Lévin prit place entre lui et un jeune gars, marié de l'automne, qui fauchait pour la première fois. Le vieux avançait à grandes foulées régulières, menant sa faulx d'un geste souple et rythmé qui semblait ne lui coûter aucun effort. À voir ses fauches larges et précises, on eût dit que la faulx tranchait d'elle-même dans l'herbe grasse et que l'homme la suivait, les bras ballants. Le jeune, au contraire, trouvait la tâche rude. Son jeune et charmant visage, couronné d'un bandeau d'herbes entortillées, se contractait sous l'effort. Dès qu'on le regardait, il esquissait pourtant un sourire et eût évidemment préféré la mort à l'aveu de sa détresse. Pendant la grosse chaleur, le travail parut moins pénible à Lévin. Il trouvait un rafraîchissement dans la sueur qui l'inondait, un stimulant dans les pointes de feu que le soleil dardait sur son dos, sa tête et ses bras nus jusqu'au coude. Les minutes d'oubli, les minutes heureuses où la faulx travaillait d'elle-même se faisaient plus nombreuses. Plus heureuses encore celles où, la ligne achevée, le vieux essuyait sa faulx avec de l'herbe humide, en lavait le tranchant dans la rivière et puisait pour l'offrir à Lévin un plein
coffin d'eau fraîche. « Pas mauvais, mon Gvass, hein ?» disait-il avec une œillade malicieuse. Lévin croyait n'avoir jamais bu meilleure boisson que cette eau tiède où nageaient des herbes et qui prenait dans le coffin un goût de rouille. Puis venait la promenade lente et pleine de béatitude où, le doigt sur la faulx, on pouvait s'essuyer le front ruisselant, respirer à plein poumon, embrasser d'un coup d'œil la longue file des faucheurs, les champs, les bois, tous les alentours. Plus la journée avançait, plus fréquents revenaient pour Lévin les moments d'oubli où la faulx semblait entraîner à sa suite un corps qui n'avait pourtant point perdu conscience de lui-même et accomplir comme par enchantement le labeur le plus régulier. Rien décidément ne valait ces instants. En revanche, lorsque le heurt de la faulx contre une motte ou une touffe d'oseille sauvage venait interrompre cette activité devenue mécanique, le retour au mouvement réfléchi était pénible. Pour le vieux, ce changement de cadence n'était qu'un jeu. Rencontrait-il par exemple une motte trop dure, il la tapotait du pied et du talon de sa faulx et la réduisait aussitôt en miettes. Ce faisant, rien n'échappait à ses regards perçants. C'était ici une tige d'oseille en graines qu'il savourait ou offrait au maître, là une branche qu'il repoussait de la pointe de sa faulx, un nid de caille d'où s'envolait la femelle. Plus loin, une couleuvre qu'il soulevait comme une fourche avec une fourche et rejetait au loin après l'avoir montrée à Lévin. Celui-ci, au contraire, et son jeune compagnon ne voyaient rien de tout cela. Entraînés dans un mouvement rythmé, ils éprouvaient beaucoup de peine à le modifier. Lévin avait encore une fois perdu la notion du temps et croyait faucher depuis une demi-heure. Cependant, l'heure du dîner approchait. Comme les hommes commençaient une nouvelle ligne, le vieux attira l'attention du maître sur un essaim d'enfant à moitié caché par les herbages. Il s'en venait, qui, le long de la route, qui à travers champs, apportant aux faucheurs, fardeaux lourds à leurs petits bras, des pains et des cruches de Gvass bouchées avec des torchons. « V'là les moucherons qui s'amènent, dit le vieux, et s'abritant les yeux de la main, il consulta le soleil. Au bout de 2 lignes, il s'arrêta et, d'un ton décidé, « Il est l'heure de dîner, notre maître, déclara-t-il. » Alors, pour la seconde fois, les faucheurs remontèrent les bords de la rivière vers l'endroit où reposaient leurs vêtements. C'est là que les attendaient les enfants. Ceux qui venaient de loin se glissèrent sous leurs chariots, les autres s'installèrent sous un bouquet d'osier qu'ils couvrirent pour avoir plus frais avec des paquets d'herbes. Lévin, qui n'avait nulle hâte de rentrer, s'assit auprès d'eux. Depuis longtemps, la présence du maître n'inspirait plus aucune gêne. Tandis que les uns faisaient toilette au bord de l'eau et que les jeunes gens se baignaient, les autres préparaient une place pour la sieste, tiraient le pain des bissacs, débouchaient les cruches de Gvass. Le vieux émetta du pain dans une écuelle, l'écrasa avec le manche de sa cuillère, y versa l'eau de son coffin, tailla encore des tranches de pain, sala le tout. Alors il se tourna vers l'Orient pour faire une prière, puis s'agenouillant devant son écuelle, « Eh bien, notre maître, dit-il, goûtez-moi cette miettée. » Lévin la trouva si bonne qu'il se résolut à rester. Tout en faisant honneur à ce frugal repas, il laissa le vieux lui conter ses petites affaires auxquelles il prit un vif intérêt, et lui confia à son tour ceux de ses projets qu'il crut susceptibles de piquer la curiosité du brave paysan. Il se sentait plus à l'aise avec cet homme fruste qu'avec son frère, et la sympathie qu'il éprouvait pour lui amenait à ses lèvres un sourire involontaire. Son repas achevé, le vieillard se leva, fit une nouvelle prière et s'allongea à l'ombre du buisson après s'être arrangé un oreiller d'herbe. Lévin l'imita, et malgré les mouches et les insectes qui chatouillaient son visage et son corps couverts de sueur, il s'endormit sur-le-champ pour ne se réveiller que lorsque le soleil, tournant le buisson, vint briller au-dessus de sa tête. Le vieux, depuis longtemps réveillé, aiguisait les faux des jeunes gars. Lévin promena les yeux autour de lui et eut peine à s'y reconnaître. La prairie fauchée s'étendait immense devant lui avec ses rangées de foin déjà odorant. Les rayons obliques du soleil déclinant y projetaient une lumière qui n'était plus celle du midi. Les bouquets de saules qui se détachaient maintenant sur le bord de l'eau, la rivière, naguère invisible, qui déroulait à perte de vue son ruban moiré et sinueux, les gens qui allaient et venaient, la muraille à pic de l'herbe encore debout, les éperviers qui survolaient cette vaste étendue dénudée. Tout cela offrait à Lévin un spectacle imprévu. Quand il s'y fut habitué, il calcula ce qui avait été fait et ce qui restait encore à faire. Les 42 faucheurs avaient abattu un travail considérable. Au temps du servage, 30 hommes arrivaient à peine en 2 jours à faucher cette prairie dont il ne restait plus que quelques coins intacts.
Mais ce résultat ne satisfaisait pas encore complètement Lévin. Le soleil descendait trop vite à son gré. Il ne sentait aucune fatigue et brûlait de reprendre sa faux. « Dis-moi, demanda-t-il au vieux, aurons-nous encore le temps de faucher la ravine à Marie ? Qu'en penses-tu ? Ça dépend du bon Dieu, le soleil n'est plus bien haut. Peut-être qu'en payant la goutte au gars... » Pendant la collation, tandis que les fumeurs allumaient leurs cigarettes, le vieux déclara au gars que si la ravine à Marie était fauchée, on aurait la goutte. « Pourquoi qu'on la faucherait pas ? Vas-y, Tite, vas-y mon gars, on va enlever ça en un tour de main. On aura le temps de croûter ce soir. En avant !» crièrent quelques voix. Et tout en achevant leur pain, les faucheurs se mirent en marche. « Allons les gars, faut en mettre un coup, dit Tite en ouvrant la marche au pas de course. « Va toujours, reprit le vieux qui eut tôt fait de le rejoindre. Plus vite, ou je te fauche. » Jeunes et vieux fauchèrent à l'envi, mais quelque hâte qu'ils fissent, les andins se couchaient aussi nets, aussi réguliers qu'auparavant. Les coins encore intacts furent abattus en 5 minutes. Les derniers faucheurs terminaient à peine leur ligne que déjà les premiers, cafetant sur l'épaule les coffins brimballants, se dirigeaient vers la ravine à Marie. Le soleil descendait au-dessus des arbres lorsqu'ils l'atteignirent. L'herbe tendre, molle, grasse, parsemée de queues de renard sur les pentes boisées, leur venait dans les fonds jusqu'à la ceinture. Après un court conciliabule pour savoir si l'on prendrait en long ou en large, Procor Yermiline, un grand gars à barbe noire, renommé lui aussi pour son coup de faux, prit les devants. Tous alors s'alignèrent tant bien que mal derrière lui, dévalèrent en fauchant une pente du ravin, traversèrent le fond et remontèrent l'autre pente jusqu'à la lisière de la forêt. Sur cette hauteur, le soleil, qui se couchait derrière les arbres, les éclairait encore. Mais, dans le fond du ravin, la buée s'élevait déjà. Et sur l'autre versant, il marchait dans une ombre fraîche imprégnée d'humidité. L'ouvrage avançait rapidement. L'herbe rendait sous la faux un son gras et s'abattait en hauts andins d'où s'exhalait une odeur forte. Les faucheurs, un peu à l'étroit, se talonnaient à qui mieux, les coffins tintinabulaient, les faux crissaient sous la morsure des pierres à aiguiser, d'autres s'entrechoquaient, de joyeux cris montaient de partout. Lévin marchait toujours entre ses deux compagnons. Le vieux avait mis sa veste de peau de mouton, mais ses mouvements conservaient toute leur aisance et sa belle humeur ne tarissait point. Dans les bois, les faux tranchaient à chaque instant de gros bolets enfouis sous l'herbe. Dès qu'il en apercevait un, le bonhomme se baissait, le ramassait, le cachait dans sa veste en disant « Encore un petit cadeau pour ma vieille !» L'herbe humide et tendre se fauchait facilement, mais il n'en était pas moins dur de gravir puis de dévaler les pentes escarpées de la ravine. Le vieux n'en avait cure. Menant sa faux avec une inlassable souplesse, il s'élevait à petits pas énergiques. Bien qu'il tremblât de tout le corps et que sa culotte menaçât de tomber sur ses hauts brodequins de tille, il n'en négligeait pour autant ni un ladzi, ni un bolet, ni une brindille. Lévin, derrière lui, se disait à tout instant que jamais il n'escaladerait, une fois à la main, ces hauteurs difficiles à gravir, même les mains libres. Et cependant, il allait toujours et faisait du bon ouvrage. Une fièvre intérieure semblait le soutenir. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'ai l'œil qui palpite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Est-ce que je tente une chanson ? C'est la question. Peut-être que je tente ça. C'est pas une chanson de Noël. Je voulais chanter des chansons de Noël et puis je me suis pas mise à... Je ne m'y suis pas mise, tout simplement. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change
If you had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Give yourself to me, give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, now you're the best part. Oh, you're the best part. In the sunrise and those brown eyes, yes, you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my weather when I'm stuck in the desert. When I'm stuck in the desert, you're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine. Ça y est, j'ai totalement. En fait, je devrais chanter avant, parce qu'après les lectures, j'ai du mal à retrouver l'air. C'est pas grave, je recommencerai cette chanson une autre fois, peut-être l'année prochaine. C'est étrange, beaucoup trop de murs. J'arrive pas à cadrer en ce moment. C'est pas grave. J'avais quand même envie de chanter quelque chose, mais j'ai pas d'idée en fait de chanson. When you go, I found. If life is a movie, then you're the best part. If you love me, want to say something. If you love me, want to. If you love me, want to say something. If you love me, want to. Non, et puis j'ai toujours cette peur avec le micro qui est trop proche. J'ai quand même une playlist qui s'appelle Nono Noël. Avec des tubes incroyables, j'imagine, je ne sais pas. Non, mais j'arrive même pas à y accéder. Je vois pas ce que je peux chanter là-dedans. Non, décidément. Pardon, j'étais en train de faire une comparaison entre le mouvement qui se passe dans la partie que je vous ai lue et ce qui est en train de se passer tout de suite. Voilà, et ça me faisait un peu rire. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite encore une très belle soirée, une douce nuit et beaucoup de joie et de bons moments avec vous-même ou avec les gens que vous aimez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, faites bien attention à vous.